Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire le cours des vis de réfraction. Donc déjà, comme plan du cours, on a quelques généralités sur la vision et la mesure de l'acuité visuelle, la réfraction et la mesure de la réfraction, l'accommodation et le diagnostic positif. On a les amétropies. Et les amétropies, c'est les troubles de réfraction qui sont secondaires à une mauvaise mise au point de l'image sur la rétine. Menhom, les amétropies qui sont sphériques, cylindriques, accommodatives et autres. Les sphériques, la myopie et l'hypermétropie, cylindrique c'est l'astigmatisme, l'accommodative c'est la presbytie et autres c'est l'aphakie et l'anisométropie. En gros, on va parler des types, de l'étude clinique, des complications et du traitement, à part bien sûr quelques phrases, quelques mots vite fait. D'accord? Donc ça c'était pour le plan du cours en général. Moraha, on va commencer avec l'introduction. Donc, les amétropies, c'est les troubles de la réfraction qui sont secondaires à une mauvaise mise au point de l'image sur la rétine. Donc, on a la rétine, la cornée, le cristallin, on a des espaces qui sont transparents. On va avoir la lumière qui va passer, elle va converger une première fois, en bas d'une deuxième fois pour se mettre sur la rétine, plus spécifiquement sur la fovea. D'accord? Donc, plus spécifiquement sur la fovea. Ça, c'est pour la mise au point de l'image sur la rétine. Les amétropies sont le motif de consultation le plus fréquent en ophtalmologie. 63% de la population est amétrope, 39% minhum myope, 15 astigmates et 9 hypermétropes. Et donc, it's safe to say, Billy, les myopes sont les plus fréquents des vis de réfraction. Alors, l'œil est métrope, donc l'œil qui voit normalement. Alors, l'hémétropie est le statut réfractif de l'œil qui est capable, sans accommodation, donc sans essayer de rapprocher l'image c'est tout, donc essayer de rapprocher l'image d'une vision nette d'un objet qui est situé à l'infini, sachant que l'infini en ophtalmologie c'est 5 mètres. Dont l'image se focalise sur la fovea rétinienne après que les rayons lumineux incident et traversent les divers milieux réfractifs, et on va voir les milieux réfractifs. Donc, elle va se mettre directement sur la fovea. Voilà, donc ça, c'est l'œil hémétrope. Si elle se dépose pas sur la fovea, dans ce cas-là, on va avoir des taches de diffusion et des flous visuels. Alors, physiopathologie des vis réfractifs. Donc, l'hémétropie résulte d'une harmonie entre déjà la longueur axiale du globe oculaire. Les métropies axiales, mais dans le cas où il y a une anomalie c'est la métropie axiale. Et en gros, le globe oculaire normalement il est aux environs de 24 mm. Le cas est plus long ou plus court, ça va causer des problèmes. Les propriétés des dioptres oculaires, la métropie réfractive, donc de puissance, c'est en ce qui concerne les milieux transparents. On a la cornée, l'humeur aqueuse, cristallin, le vitré, la rétine, le système dioptre, l'humeur aqueuse, vitrée et rétine, il est négligeable. À part la cornée et le cristallin, il est vraiment une puissance réfractive qui est pas négligeable. Voilà, donc on disait les propriétés des dioptres oculaires, l'indice réfractif, la courbure et la position anatomique. Donc, qui on dit l'indice réfractif. L'indice réfractif, il représente la grandeur physique qui va mesurer la vitesse de la lumière dans un milieu donné par rapport à sa vitesse dans le vide. Donc, la lumière dans l'air versus dans le milieu. La courbure, c'est la courbure de la cornée. Et la position anatomique, la cornée, le cristallin, enfin cornée, humeur aqueuse, cristallin. Et donc, en gros, la position anatomique de chaque dioptre oculaire, il est important. D'accord? Donc, on a le système dioptrique qui sont négligés. La cornée et le cristallin, c'est les plus importants. La cornée, elle a 43 dioptres. Donc, c'est le principal dioptre oculaire. L'indice réfractif est 1,33. Donc, on a l'indice réfractif, c'est quoi? Le pouvoir réfractif, on a les 2/3 et il est à 43 dioptres. Qui fait chier ça, 43 dioptres? Donc, on a la face antérieure, il fait 48 dioptres. On a la face, la deuxième face plutôt, donc Hadia, qui est à moins 5 dioptres. Donc, ça va faire
43 dioptrés. Le reste, il est pris en charge par le cristallin. Donc, c'est le deuxième dioptre oculaire. C'est le tiers de la puissance réfractive et elle va varier selon l'accommodation qui peut passer de 19 à 33. Donc, qui kun relâché, kun à 19, qui kun bombé, il kun à 33. Voilà. Et il varie aussi selon l'âge. Je vais juste voir si j'ai rien oublié ici. Normalement, non. Donc, on a parlé de la puissance réfractive. La puissance réfractive, donc on l'a atteint avec le dioptrique. En gros, c'est le système optique qui va correspondre à la capacité de faire converger ou diverger les rayons lumineux. Donc, quand on parle de convergence et divergence, tout ce qui est les lentilles ou la convexité et la concavité. Quand on parle de tout ce qui est convexe, c'est quelque chose qui va faire converger les rayons lumineux. Mais quand on parle de quelque chose qui est concave, c'est quelque chose qui va faire diverger les rayons lumineux. Et généralement, quand on parle de quelque chose de concave, on parle du négatif. Du convexe, c'est le positif. C'est pour ça que on a dit quand ça vient comme ça, donc c'est convexe. Convexe, avec 48 plus. Alors que au contraire, c'est concave. Et donc, dans ce cas-là, on a le moins 5. Là, on va avoir un 48. D'accord ? Voilà. Ok, on continue. Donc, plutôt 43. L'accommodation du cristallin. Donc, le cristallin a une capacité d'accommodation qui est dynamique et l'œil, il peut activement modifier sa puissance réfractive afin de conserver une vision nette des objets situés à des distances variables. Généralement, la vision de loin, on n'a pas besoin d'accommoder. Et dans ce cas-là, les fibres zonulaires, elles vont être tendues car le muscle ciliaire, il est relâché. On va voir une vidéo qui montre ça. Donc, l'hnaya, non, c'est pas ici, c'est ici. Donc, voilà, on voit l'hnaya bli. Ça, c'est quand on a la vision de loin. Donc, on n'est pas en train de faire un effort pour regarder quelque chose qui est près de nous. Dans ce cas-là, on a les muscles ciliaires. Donc, on a les muscles ciliaires. Ils sont relâchés. Donc, le volume est et donc, les fibres ciliaires sont tendues. Ok? Et là, le cristallin est Par contre, le cas contraire, qui on a besoin de faire un effort d'accommodation, là, on va avoir le volume le muscle ciliaire donc le volume ça va causer un relâchement pour voir aussi. Donc ça va causer un relâchement les fibres zonulaires qui va relâcher avec le cristallin, il va devenir bombé son pouvoir de convergence. Et voilà comment ça va se faire. D'accord? On peut bien voir la différence. Donc là, les points les canaux ou comment ça c'est bien focus, d'accord? Donc voilà, vision de près, vision de loin. Donc la vision de loin, les muscles ciliaires il est relâché, le volume et donc les fibres zonulaires elles sont tendues, le cristallin il est aplati et là on a une faible convergence, on n'est pas en train d'accommoder. Quand on accommode, le muscle le volume les fibres zonulaires qui seront relâchées et donc le cristallin qui sera bombé. Et quand il est bombé, il y a une forte convergence. C'est littéralement il peut passer de 19 à 33. À 19, à 33. D'accord? Voilà. On va revenir ici pour lire ce qui est écrit. Donc, le mécanisme, l'image floue d'un objet proche de l'œil projeté sur la macula. Ça va stimuler la contraction des muscles ciliaires, le volume qui zide le volume on a un relâchement des fibres zonulaires qui suspendent le cristallin. On aura le bombement du cristallin, il va devenir plus puissant sur le plan réfractif. On aura la convergence des rayons lumineux sur la fovea maculaire qui va nous donner une vision qui est nette et claire. Voilà, ça c'était pour l'accommodation. Maintenant on a la notion du PR et du PP. Donc le PR c'est le punctum remotum et le PP c'est le punctum proximum. Quand on parle du PR, le punctum remotum c'est le point le plus éloigné qui est vu nettement sans accommoder. Donc qui en ophtalmo généralement
5 mètres et plus. D'accord? Donc le point le plus éloigné vu nettement sans accommoder. Chez les métropes, il est situé à l'infini. Chez le myope, il est situé à une distance finie. Chez l'hypermétrope, il est virtuel. Donc, une personne qui est hémétrope, qui m'a là, le globe oculaire tana, les systèmes qui aident la convergence. Et donc, qui contient un fil lumineux, on va avoir la convergence directement sur la rétine, sur la fovea spécifiquement. Qui connaît la personne qui est myope, et ben, en gros, la puissance zaïda ou un autre problème, le faisceau تاعها est sur une distance finie. D'accord? Alors que, quand je suis chez un hypermétrope, le faisceau تاعو يجي هنا من اللور. Et en gros, c'est pour dire, c'est virtuel, c'est impossible d'y derrière la rétine, le faisceau, et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne voit pas. D'accord? Donc la définition ta chez l'hypermétrope, il est virtuel situé derrière la rétine, c'est que ma'andouche un PR, le point le plus éloigné vu nettement sans accommoder. Il ne peut pas voir un point éloigné nettement sans accommoder. Il est derrière la rétine, il est virtuel, il est théorique, mais il existe. T'es hypermétrope, tu peux pas voir le de loin. Anyways. Donc voilà, ça c'était pour expliquer le punctum remotum. Maintenant, on va passer au punctum proximum, le point le plus proche qui est vu nettement avec une accommodation maximale. Maintenant, qui accommodé méga max, où est la distance اللي نشوف فيها. D'accord? Où est la distance اللي نبدا نشوف فيها flou. Et il va augmenter avec l'âge, ce qui va définir la pristicité. D'accord? Ok. Donc, là, on va voir. Donc, ça, c'est le punctum proximum. Et punctum remotum. Et ça, c'est le punctum remotum, la source ponctuelle lointaine. D'accord? Donc, source ponctuelle lointaine, l'image rétinienne nette de cette source ponctuelle. Le quand c'est un myope. Le quand c'est un hémétrope. Donc, il chauffe normal. Le quand c'est un hypermétrope. D'accord? D'accord. Voilà. وهنا كما قلنا le punctum proximum c'est qui يكون le cristallin bombé max وشنو هي la distance minimum اللي نقدروا نشوفوا فيها le plus net زعما حنا نقربوها à un moment تولي flou قبل ما تولي flou كي تكون bien net هذاك هو le punctum proximum تاعنا la distance que je vais effectuer quand je regarde من هذاك le point lointain حتى le point القريب ليا كاع نسموها le parcours d'accommodation. Voilà, ça c'était pour l'accommodation en tout et pour tout. Le diagnostic positif, là c'est juste un vrai blabla, c'est ce qu'on redit à chaque fois. L'interrogatoire, c'est l'âge, les antécédents généraux oculaires, la notion d'une baisse de l'acuité visuelle et la sensation d'un trouble visuel à la lumière après l'effort ou la fixation. Les signes fonctionnels, généralement, ils se manifestent par des céphalées. En gros, quand on va faire un effort visuel excessif, ce qu'on appelle l'asténopie accommodative. Donc, quand j'essaie d'accommoder, la réfraction, elle n'est pas corrigée. L'œil, il va essayer en permanence de compenser le défaut pour ramener l'image sur la rétine. L'effort qui est fait par les muscles ciliaires et parfois aussi par les muscles oculomoteurs. Donc, et donc, les yeux terreaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va loucher pour pouvoir voir l'objet. Et donc, même les muscles oculomoteurs peuvent converger pour aider. En gros, ça va causer une fatigue oculaire, des douleurs autour des yeux et une sensation de tension. C'est pour ça qu'on dit les céphalées sont majorées en fin de journée ou on a des céphalées de tension. On peut avoir des tics palpébraux et des grimaces. C'est aussi la fatigue musculaire, des picotements, des rougeurs oculaires chroniques. Parce que une personne qui est en train d'essayer d'accommoder, de se concentrer tout le temps, un clignement qui met une personne hémétrope qui voit normal et qui n'a pas besoin de trop se concentrer pour pouvoir lire. Dans ce cas-là, la personne elle va avoir donc le film lacrymal taha, il va être faible en eau et on va avoir des rougeurs oculaires chroniques dues à la déshydratation oculaire. Je vais expliquer d'autres trucs après. On peut avoir un strabisme parce qu'il louche beaucoup. On peut avoir des chalazions à répétition, c'est ce que j'avais expliqué. Donc, on a le film lacrymal, les couches tawao. Parmi les couches tawao, il y a la couche qui fait de l'eau. Elle va s'évaporer, elle va se déshydrater à la gel. Le fait qu'il y a très très peu
de clignement. Dans ce cas-là, on peut avoir des chalazions. Les chalazions, c'est l'accumulation de sébum épais dû à l'inflammation des glandes de mébomius. Voilà. Après, on a les signes indirects, les signes plutôt directs. Ça, c'est des signes indirects qui ne sont pas directement visuels. On bat les signes directs, c'est tout comme un flou visuel, une baisse progressive de l'acuité visuelle de loin ou de près, voire et de près, la confusion des objets, donc tu vois un objet mais tu vois pas bien les limites, et les difficultés à l'apprentissage de la lecture ou là à l'écriture. C'est ce qui généralement nous donne idée de l'enfant, il est en train d'avoir des problèmes oculaires. La mesure de l'acuité visuelle, elle se fait sans et puis avec correction. Donc elle est mesurée avec plusieurs échelles, Kane de loin ou Kane de près. Donc quand on parle de loin, on mesure l'acuité visuelle de loin. On va utiliser des optotypes qui sont présentés à une distance de 5 mètres. Un optotype, c'est une lettre, un caractère ou là des figures qui sont de forme et de dimensions qui sont bien définies et qui permettent de mesurer et de contrôler l'acuité visuelle. D'accord ? Quand on dit mesurer, donc je vais la mesurer initialement, la contrôler, c'est pour la surveillance. Mais si je contrôle bien, ok ? Donc, on a plusieurs échelles. Il y a l'échelle de Monnoyer, il y a l'échelle de Rossano. En gros, les échelles, كل واحد ou l'âge dialogue. D'accord ? Donc, l'échelle de Monnoyer, par exemple, elle va exprimer l'acuité visuelle en dixièmes, donc 10 dixièmes, 9 dixièmes, etc. Une acuité visuelle 10 sur 10 est considérée comme normale en vision de loin. Chez l'enfant, on utilise le test de lettres simplifiées de Sheridan ou là les tests des images de Rossano-Weiss. D'accord ? De près, l'échelle de Pareto. Donc, l'échelle de Pareto, c'est pour voir ce que la personne elle arrive à lire de près. Et on va voir. Qui m'a dit dixième, Pareto 2, Pareto 3, Pareto 4. Et la norme, c'est Pareto 2. Généralement, une personne qui a un Pareto 14, elle correspond à la lecture des lettres les plus grosses. D'accord ? Elle est lue à une distance de 33 à 40 cm. Donc la différence, loin c'est à 5 mètres, elle est 33-40 cm. Elle voit de loin, elle voit de près. Il y a plusieurs échelles, ou généralement, plutôt il y a plusieurs échelles d'européens, alors que là c'est une seule. Les la coopération du patient qui sait lire. La mesure de la réfraction. Donc pour la réfraction, donc pour étudier le faisceau lumineux, comment il est en train d'agir, qui troll l'œil تاعنا هنايا, on doit utiliser ce qu'on appelle la cycloplégie. La cycloplégie, en gros, c'est la paralysie pharmacologique du corps ciliaire qui va permettre de mesurer la réfraction globale d'un œil en état de repos accommodatif. Donc, هنايا واش عندي déjà l'iris تاعي qui elle va se dilater. Donc, il a des mydrias ou la myosis, elle دخل les plus ou la moins de faisceaux lumineux. عندي le cristallin تاعي qui va s'accommoder grâce aux muscles ciliaires. Les huatanites, il va converger ou la diverger les faisceaux lumineux تاعي. Et dans ce cas-là, لازم هادوما انا نحبسهم باش ما تكونش عندي une correction. L'accommodation, c'est une correction. Elle ne me laisse pas savoir vraiment l'œil واش راهو يشوف. D'accord? Donc je dois inhiber avec l'accommodation pour pouvoir avoir une vraie appréciation de le pouvoir réfractaire de mon œil. Voilà. Donc, on doit faire de la paralysie pharmacologique. Qui m'a l'œil démasqué par suppression de l'accommodation et éviter la compensation. Alors, on utilise généralement des collyres parasympatholytiques qui m'a l'atropine ou la cyclopentélate. L'atropine, mais parce qu'il y a un demi-vie qui est vraiment lent. Donc 5 jours هكاك وما نقدرش نخلي mon patient هكا ميدرياز بزاف donc généralement on l'évite. Donc كاين la dilatation aérienne, c'est un repos accommodatif du cristallin et du corps ciliaire. Voilà. Donc on a besoin de la cycloplégie pour pouvoir mesurer la réfraction. هادو هما les deux gouttes اللي دارونا l'ophtalmo qui ندخلوا pour faire un examen de l'œil. La réfraction objective, c'est grâce au réfractomètre. Et en gros, le réfractomètre, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est dans le cas où il m'a indiqué la coopération des patients, chez les enfants, chez les personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. Le mohim, c'est objectif. Donc, il n'y a pas de la subjectivité du patient. On va envoyer un faisceau lumineux. Avec le faisceau lumineux,
ce sera un rayon infrarouge qui est invisible et indolore, il va vers l'œil. Il va traverser la cornée, donc il va traverser la cornée, l'humeur aqueuse, cristallin et atteindre la rétine. En bas, la lumière, elle sera réfléchie en retour par la rétine, qui manque comme un miroir directement. Avec la réflexion, elle va être analysée par le réfractomètre. En bas, qui analysera, il aura des données, les données, l'HTAC, etc. Ou les normes par rapport à ton âge et ta personne. D'accord, donc voilà, les normes li kayen. Et il fera la comparaison et il va dire tout simplement. Donc, est-ce que Kain ou la Makash un trouble de la réfraction. Donc, voilà, selon que l'œil est hémétrope, myope, hypermétrope ou la astigmate, le faisceau ne revient pas de la même manière. La réfraction subjective, maintenant, je vais avoir la coopération du patient pour un résultat qui est un peu plus fiable que l'objectif. Donc, il ne peut pas être utilisé chez des jeunes enfants ni chez certaines personnes handicapées, as I said. Donc, le subjectif, on va donner le patient plusieurs verres, on chauffe ou il chauffe mieux et il se sent fait le plus confortable. Nous devons commencer les amétropies. Alors, les amétropies, on a ceux qui sont sphériques et ceux qui sont cylindriques. En gros, quand on parle de cylindrique ou la sphérique, ça va dépendre de ce que les méridiens ils sont touchés ou là. Les méridiens, c'est des traits. D'accord. Quand ils sont touchés, en gros, on va avoir, ماشي un point, mais 2 points. Ça définit un stigmatisme. Quand ils sont normal, mais qu'il y a un problème, l'indice, ou là, la courbure, ou là, la longueur de l'œil taillé, et ben dans ce cas-là, on va avoir une myopie ou là, une hypermétropie. D'accord? Donc voilà, c'est ça, sphérique et cylindrique, c'est quoi? Cylindrique, c'est que les méridiens, ils sont touchés. Sphérique, les méridiens ne sont pas touchés. Par définition, la myopie, c'est une amétropie sphérique dans laquelle, en vision de loin, le foyer image se situe en avant de la rétine. D'accord? Donc, il va se situer en avant de la rétine. Il s'ensuit une baisse de l'acuité visuelle de loin avec plus ou moins préservation de la vision de près. À l'âge de la vision de près, on a plus ou moins parce qu'il a une myopie forte dégénérative, même la vision de près, elle va être altérée. Épidémiologiquement parlant, c'est un véritable problème de santé publique dont la prévalence est en nette augmentation. Comme on a vu Mulfort, c'était à 39% parmi les 63% des motifs d'amétropie. La physiopathologie contient plusieurs facteurs, génétiques, ethniques, environnementaux, la boucle de rétroaction. نبدأ بلا boucle de rétroaction, نطلع للفوق. La boucle de rétroaction, en gros, c'est quoi? C'est un phénomène où un stimuli visuel va altérer la longueur de l'œil ديالنا. En gros, l'œil a une tendance naturelle à vouloir focaliser l'image sur la rétine. نسموها une hémétropisation. Wherever the image is, ici, il y a sur la rétine. Quand la personne donne une vue de près prolongée, il y a une courbe feedback qui va s'amorcer. En gros, l'objet est قريب بزاف. Qui قريب بزاف, la partie centrale elle va se focaliser sur la rétine. La partie périphérique, elle va se focaliser derrière la rétine. Et c'est le défocus hypermétropique. D'accord? Donc, en gros, l'image, elle va se mettre de le côté. L'œil pour essayer de compenser ça, il va s'allonger. Et l'élongation, elle va causer la myopisation de l'œil. Parce que l'œil de près, il est en train de s'allonger sans trop accommoder l'image sur la rétine. De loin, et ben l'image, elle va se mettre où? De loin, elle va se mettre en avant de la rétine. C'est la boucle de rétroaction, information visuelle, croissance axiale du globe. Maintenant, on a les facteurs génétiques, il y a une grande hétérogénéité génétique. Les facteurs ethniques, les asiatiques. Les asiatiques, ils tout le temps avec un bouquin, ça explique. Les facteurs environnementaux, qui est le mode de vie occidental, et aussi le travail de près. Le travail de près, on vient de l'expliquer, c'est aussi lié aux asiatiques. Et le mode de vie occidental, on ne sort plus beaucoup dehors. Quand on ne sort plus beaucoup dehors, quand on est en train de grandir, autant qu'enfant, l'œil italien, il est en train de se développer.
Et la norme, c'est que à un moment, les rayons solaires, ils vont donner un signal, l'œil, il s'allonge et il se développe. C'est bon, bzaf alik. Et ben, qui on sort pas beaucoup dehors, il n'y aura pas le feedback qui dit que ma cache le feedback, on va continuer à avoir une élongation de l'œil. Avec l'élongation, la myopie. C'est ça la physiopathologie. Qui est la dopamine qui est un facteur protecteur contre la myopie et qui contient un travail de près. Ben, je vois pas comment un travail de près va faire ça en gros. J'ai la vie occidentale. Classification par mécanisme. Donc, qui m'a dit la myopie, qui est l'axille. Kain, la réfractif. Quand on parle d'axile, c'est-à-dire c'est l'axe lié à la rosaïde. C'est le type le plus fréquent. Et la puissance optique de l'œil, elle est normale. Donc c'est pas la puissance liée, c'est la longueur. J'ai un allongement qui est antéro-postérieur du globe oculaire. Il est supérieur à 24 mm, lié à la norme. Un remodelage scléral. Donc la sclère, elle va devoir se remodeler pour pouvoir contenir de la longueur. Et on a la notion de puissance et longueur. Donc en gros, avec la puissance, il y a la puissance réfractive qui est due soit à la courbure de la cornée ou à l'indice réfractif de la cornée ou là le cristal, mais surtout la cornée, d'accord. Ou là on dit la longueur. Donc le can un œil qu'on a une puissance normale, qu'est-ce qui peut le rendre myope? D'accord, c'est la longueur. Et donc, on dit qu'il s'agit d'un œil qui est plus long pour sa puissance. Donc, il est trop long pour sa puissance. Par contre, le canicone normal, donc à 24 mm, mais la puissance de zaïda. On dit que c'est un œil qui est trop puissant pour sa longueur. D'accord, donc trop puissant pour sa longueur. C'est ça la différence entre la myopie réfractive et axiale. Axiale, c'est la longueur qui ne contient pas la puissance. La puissance, c'est la longueur. Alors que pour la réfractive, c'est la longueur qui est la puissance. D'accord? Voilà. Donc, œil trop long pour sa puissance, c'est la myopie réfractive qui m'a dit c'est œil trop puissant pour sa longueur. La puissance, c'est quoi? C'est l'indice réfractif sur les rayons de courbure. Donc, automatiquement, le cas de la puissance l'indice réfractif, il compte. Bon, mais forcément mais le rayon de courbure, il compte. Et donc, on aura une diminution des rayons des courbures de la cornée. On appelle ça ectasie ou la kératocone. Et ou du cristallin, on dit l'anticone antérieur ou la microsphérophakie. Donc, l'anticone antérieur, en gros, ça va faire un petit cône haka dans le cristallin, et la microsphérophakie, c'est le cristallin qui va se bomber, donc il sera plus petit. D'accord. La myopie d'indice, c'est l'augmentation de l'indice réfractif. Donc c'est l'indice et c'est ce qui va augmenter la puissance. D'accord, des milieux transparents du système optique. Généralement, elle peut être due à une cataracte nucléaire. Voilà, donc ça c'est la myopie. En fait, il y a 3 grades de la myopie. La myopie légère, la myopie modérée, la myopie forte. La myopie légère, c'est de 0,5 à 3, moins 0,5, moins 3. La myopie modérée, c'est de moins 3 à moins 6. Et la myopie forte, c'est à moins 6. La myopie dégénérative ou la myopie maladie. Et des fois, elle peut s'agir dans un cadre syndromique. D'accord. La forte myopie, c'est un problème. Maintenant, pour l'étude clinique. Donc, la myopie forte, qu'est-ce qu'on va avoir? Au niveau du segment antérieur, la cornée déjà, elle va s'amincir. On sait Billy, la cornée, c'est la continuité de la sclère en avant. Et on a dit que parmi les modifications liées avec l'élongation du globe oculaire, c'est le remodelage de la sclère. Donc, on va avoir un amincissement de la cornée. La pression intraoculaire, elle risque d'être plus élevée. Et c'est pour plusieurs facteurs. Parmi eux, les facteurs biomécaniques. La sclère qui elle va être amincie et étirée, ça va rendre la paroi de l'œil moins rigide et donc qui n'a pas la pays ou gina plus tala que d'habitude. Il y a aussi l'association fréquente au glaucome. Les myopes forts ont une prédisposition au glaucome à angle ouvert et dans le contexte, la PIE elle va tendre naturellement à s'élever au fil du temps, même sans autres facteurs déclenchants. Après, on a la chambre antérieure qui sera plus profonde, on a la cataracte qui peut être plus précoce avec un risque relatif x 5,5.
conseil en ophtalmo إذا نلقاو إذا أي عفسة touché le cristal حيدا cataracte من الآخر. C'est un organe qui est fragile. L'œil il est en train de s'allonger mais عندوش les nutriments اللي يسحقهم يدير لك cataracte. C'est aussi simple que ça. Pour le segment postérieur, on dit une dégénérescence vitrienne. En gros, avec l'élongation de l'œil, le vitré, c'est le gel transparent qui remplit l'œil, il va être plus étiré. Quand il va être plus étiré, il va subir rapidement une liquéfaction. On a 5-isis vitrien. Ça va favoriser la formation d'agrégats et de fibres de collagène. Ou les agrégats et fibres de collagène, on a des corps flottants, ou là les myodisopsies, ou là la sensation de mouche flottante. D'accord? Donc voilà, liquéfaction, interface vitrio-rétinienne anormale, corps flottant. La diversion papillaire, en gros, on va avoir la papille optique qui va devenir à grand axe oblique. En gros, avec l'élongation de l'œil, on va avoir un aplatissement et une torsion de la papille et elle va donner une insertion oblique au nerf optique dans la sclère. On a l'atrophie choriorétinienne et ses complications, les néovitaux du formyope, qui a une des zones d'atrophie. Qui dit qu'il y a des zones d'atrophie, on va avoir hormone de croissance. Qui dit qu'il y a une hormone de croissance, plutôt ischémie, hormone de croissance, néovaisseau. Et les lésions prédisposant au décollement rétinien, le plus la le plus la rétine n'arrive pas à s'allonger, donc elle va commencer à se déchirer. Et c'est ce qui définit le décollement rétinien régmatogène. Régma vient du mot grec déchirure. Voilà, donc régma c'est déchirure en grec. Ça c'était pour le segment antérieur et le segment postérieur. Maintenant pour le traitement optique, comment je vais traiter ça? أنا عندي la courbure تاعي ولا عندي la puissance تاعي ولا la longueur اللي زايده بزاف. Donc كيما قلنا عندنا quand on parle de quelque chose qui est convexe, il va converger. Quand on parle de quelque chose qui est concave, il va diverger. D'accord? Et donc أنا لهنايا عندي un œil, d'accord, qui converge trop. واش راني حنمدلو quelque chose qui va diverger. Donc qui va diverger, يحط لي l'image تاعي sur la rétine. Dans ce cas-là, il va avoir besoin de verre sphérique concave divergent de puissance dioptrique négative. D'accord? Négatif. Voilà. Donc prescription de la correction optique, par exemple des sphères moins 2,5 pour les formes myopes, possibilité de verre ultra fin esthétique à haut indice réfractif 1,64. Les lentilles de contact, elles sont souples ou rigides, ça dépend ce qu'on veut. Le traitement chirurgical, qui est la chirurgie réfractive, qui peut être au laser ou là les implants intraoculaires, ça va dépendre où je caille. Et la photokératodermie réfractive PKR, la photokératodermie, en gros pour l'expliquer facilement, avec l'utilisation d'un laser, on va enlever une matière de la cornée et en enlevant avec la matière de la cornée, on va modifier la courbure et corriger le défaut visuel. Ça, c'était pour le PKR. Qui est le LASIK, le SMILE, mais généralement, l'effet secondaire, c'est la boucle réflexe de l'hydratation du film. L'hydratation du film lacrymal, elle sera rompue et donc on risque d'avoir des sécheresses oculaires. Des implants intraoculaires qui vont conserver le cristallin naturel, implant FAC ou en l'enlevant, chirurgie phaco-réfractive. Et la prévention, c'est de privilégier les activités en plein air, de limiter le temps des écrans et examen de la périphérie rétinienne à la recherche de lésions prédisposant au décollement rétinien pour prévenir un décollement rétinien. Donc, il y a un je sais qu'il est myope, il est avec des mouches volantes, sensation de mouches volantes ou de myodisopsie. Je dois faire un fond d'œil pour m'assurer qu'il n'y a pas un déchirement rétinien qui est en train de causer ça. Voilà, ça c'était pour la myopie. On va voir quelques vidéos sur la myopie. Voilà, donc Hadia, c'est la myopie d'indice. La myopie d'indice, on va remarquer, il s'agit de l'indice réfractif, il y a la zaïd. Donc voilà, normal refractive index, et il qui compte zaïd. Voilà, elle va converger plus. Ça, c'est la myopie d'indice. Moraha, andi la myopie axiale et la myopie de courbure. On va voir qu'il fait la courbure, elle va changer la convergence. Voilà. Maintenant, pour les traitements de la lentille, qui maintenant, ça sera plutôt la myopie, ça sera soit des lentilles ou là, des verres qui sont concaves. D'accord? Donc, là, on veut rajouter quelque chose qui est concave pour pouvoir corriger.
صح دوكا on a trop blablaté في la myopie باش هكا l'hypermétropie تجينا beaucoup plus facile. Donc épidémiologie, l'hypermétropie concerne environ 15% de la population. On en a parlé déjà. Les propriétés réfractives qui قلنا soit c'est un œil trop court et ou un pouvoir réfractif trop faible. Qui قلنا longueur ou la pouvoir. Le pouvoir soit il est trop faible pour la longueur ou là l'œil il est trop court pour la puissance. OK? Donc, focalisation de l'image en arrière de la rétine, c'est un point qui est virtuel mais existe et donc la personne va te accommodation sollicitée en permanence. Donc, c'est une personne qui accommode en permanence. Le PR virtuel, il est situé derrière la rétine et le PP, il est plus éloigné que chez les métropes, comme le presbyte. Classification, ça sera selon le degré, mais c'est le même principe, plus 3, plus 3 plus 6 et plus 6. Le type de mécanisme, c'est soit l'hypermétropie axiale ou la réfractive, le type le plus fréquent, c'est la puissance optique de l'ensemble corné-cristallin, elle est normale, diminution du diamètre antéro-postérieur et l'œil il est trop court pour sa puissance. Donc là, je vais mettre ça en rouge parce que c'est high yield pour les QCM. Ou là, l'œil il est trop faible pour sa longueur et donc l'hypermétropie de courbure, on a l'augmentation des rayons de courbure, des dioptres de l'œil et on a l'hypermétropie d'indice, diminution de l'indice réfractif des dioptres de l'œil. Qui m'a c'est l'indice, donc la puissance est égale l'indice sur les rayons de courbure. On a dit la puissance de automatiquement les rayons de courbure et c'est le contraire. La puissance de donc les rayons de courbure vont augmenter. Augmentation des rayons de courbure ou la diminution de l'indice réfractif. Ça c'était pour l'hypermétropie. Je pense que après avoir fait la myopie, j'ai pas grand chose à expliquer vu qu'on a tout expliqué, ça sera juste le maouda. Ok, on va passer l'étude clinique, les signes fonctionnels et les circonstances de découverte. Souvent asymptomatiques, particulièrement chez l'enfant au prix d'une accommodation quasi constante mais minime. On peut avoir une asténopie, c'est la fatigue visuelle. On peut avoir une diminution de l'acuité visuelle de loin et de près. On peut avoir une ésotropie chez l'enfant, c'est un strabisme qui est convergent. Éso, c'est regarder à l'intérieur. Ésotropie, c'est le regard à l'intérieur. Et on peut avoir des difficultés scolaires, tout simplement parce que l'enfant il n'est pas en train de voir. D'accord. À l'inspection, on aura les aspects de petits yeux ou là de pupille en myosis parce qu'on est en train d'accommoder, on est en train d'essayer de ramener le point vers la rétine. Et les complications, on peut avoir des bléphaриtes et des chalazions à répétition, un strabisme convergent, une amblyopie ou là un glaucome à angle fermé. On va expliquer. Les bléphaриtes et les chalazions à répétition, c'est le même principe que la myopie. On est concentré et donc on va avoir une déshydratation, on va avoir le film lacrymataire qui sera déshydraté. Donc je vais avoir une accumulation de sébum. L'accumulation de sébum peut faire des inflammations des glandes. L'inflammation des glandes de Méobius va donner soit des chalazions ou là des bléphaриtes. Le strabisme convergent, en gros, la personne elle est en train d'essayer de converger au maximum tout le temps. La convergence, elle va utiliser quoi? Enfin, plutôt l'accommodation. Elle va utiliser la convergence, donc les muscles oculomoteurs externes. Et elle va utiliser aussi les muscles oculomoteurs internes, donc intrinsèques, les muscles ciliaires. Et aussi, donc ça c'est 1, ça c'est 2. Et aussi, elle va utiliser la lumière, donc le myosis et mydrias pour spécifier la lumière électrole pour essayer de se concentrer au maximum. Et donc on va avoir la convergence qui est plutôt la convergence, voilà, la convergence qui est tout le temps ici parce que la personne malheureusement elle n'arrive pas à voir, ça peut donner des strabismes convergents. L'amblyopie, les yeux feignants, en gros, ça sera la diminution de l'acuité visuelle d'un œil dû à un défaut de développement de la vision où le cerveau ne reçoit pas une image nette de cet œil. Quand il ne reçoit pas une image nette de cet œil, il va l'enlever pour éviter d'avoir une diplopie, une vision double. Ça généralement عند les enfants et il faut نلقاوها parce que sinon l'œil il va devenir ما يخدمش tout simplement. He's gonna give up. On a le glaucome à angle fermé. Le glaucome à angle fermé, en gros, l'œil تاع l'hypermétrope, elle est plus petite que la norme. Qui dit elle est plus petite que la norme, dit les structures جايين مطبزين ما بيناتهم. Et donc on va avoir la cornée تاعنا, on va avoir l'iris,
On va avoir les muscles ciliaires avec les zonules. On aura le cristallin. En gros, qui y a une midriase, on va avoir هدايا donc le cristallin ou les ciliaires مع l'iris et ça va fermer l'espace où une lumière aqueuse est censée passer pour aller se déverser dans le trabéculum et se renouveler, et ça va donner de ce fait un glaucome à angle fermé. Maintenant, pour la prise en charge, c'est la correction optique à base de verre correcteur sphérique convexe de puissance dioptrique positive. Donc, elle est trop concave, donc elle est trop en arrière. En gros, le trop on veut qu'il converge plus, alors que le myope, il converge trop, on veut qu'il diverge. Non, on veut le converger vers la rétine. Donc, nous mettons une lentille qui est convexe pour pouvoir atteindre ça. L'exemple de prescription de la correction optique sphère de plus 3,75, les lentilles de contact, la correction chirurgicale, le PRK, ou là, le LASIK, ou l'implantation d'une lentille réfractive FAC. Et aussi, on en a parlé avec la myopie. On va voir les amétropies cylindriques. Avant d'y passer, on va vous les vidéos. Alors, là, il s'agit de l'hypermétropie axiale. Donc, on voit l'œil à hausse réelle. On va voir le réfractif. L'indice, l'indice est plutôt l'indice est naqs, on verra que l'image elle se met en arrière. D'accord? Donc, c'est l'image normale, c'est l'image qui elle va se mettre en arrière. L'indice est faible, trop faible pour la longueur de l'œil. On passe vers la courbure. Donc, courbure. On va voir la courbure à la cornée, elle est en train de changer. Oui, le faisceau lumineux, il se met. Et là, c'est en arrière de la rétine. D'accord? Voilà, maintenant pour le traitement. Donc le traitement, on a par exemple, si elle est axiale, on va mettre la lentille qui sera convexe pour essayer de converger. Voilà, donc on va converger les faisceaux lumineux vers la rétine. Maintenant, en ce qui concerne les amétropies cylindriques, l'astigmatisme. Et là, je préfère carrément commencer avec la vidéo. Donc, on va venir ici, on va voir l'astigmatisme. Qui m'a dit, on a ce qu'on appelle des méridiens. Les méridiens, les méridiens, on a la cornée normale. Voilà, la cornée normale. On a la cornée et un astigmatisme. En gros, les traits qui sont verticales et horizontales, chacun d'eux, il est en train de réfléchir un point. Et généralement, ils ont un parallélisme, donc il y a un problème. Par contre, quand il y a un problème, un méridien qui est vertical et un méridien qui est horizontal, on va avoir un problème. Par exemple, donc, just to highlight this, par exemple, un problème avec le méridien ou avec le méridien. Ça ne va pas vraiment être symptomatologique. Mais quand on a un problème avec le méridien ou avec le méridien, si, ça va être symptomatologique. Le problème avec le méridien, c'est que, eventually, l'inconsistance licaïne, elle va causer 2 points de réfraction. Donc, un problème là, tu vas avoir un plan réfractif ici, tu vas avoir un plan réfractif ici. Plutôt, tu vas avoir la lumière et elle va se réfléchir, elle va se réfléchir. Et donc, au lieu d'avoir un single point qui est mis sur la rétine, tu vas avoir 2 points. D'accord? Tu vas avoir le premier faisceau lumineux avec un méridien, ou le deuxième faisceau lumineux avec le méridien deuxième. C'est le problème à l'astigmatisme. Donc, comme on est en train de voir ici, c'est double. D'accord? Il y a le problème à l'astigmatisme. Donc voilà, normalement, vu qu'il y a un problème au niveau des méridiens de la cornée, ça va se doubler et me donner ça. C'est l'astigmatisme. Et on voit bien ici la vue qui fait tous les flous. D'accord? Voilà, doublé. Mais je suis doublé diplopie, ok? Ok, donc la définition A, privatif, et le stigma, c'est le point. Donc, il n'y a pas un seul point. C'est une amétropie cylindrique due à la présence de 2 méridiens principaux ayant des puissances réfractives différentes. C'est la projection d'une image qui n'est non ponctuelle à partir d'un objet ponctuel, dû à des anomalies de la surface cornéenne et ou cristallienne. Donc, ça peut être aussi des anomalies cristalliennes, mais rares. Alors, le type Kane, plusieurs types. Les types Hadou, ils sont faciles à comprendre, honnêtement. Il suffit de se concentrer. Alors, soit il est simple, soit il est mix, soit il est composé. Alors, qui rôle simple?
c'est quoi qui نقول mix, c'est quoi qui نقول composé, c'est quoi. Donc هادية ما عجبتنيش بزاف هاد la photo, je préfère utiliser هنا. So, quand on parle de mix, نبدا لكم بالmix parce que c'est le plus facile. En gros, on a un point, un méridien qui est derrière la rétine virtuelle, un point, un méridien qui est en avant de la rétine, donc qui est à un point défini. Mais il est myopique, mais il est hypermétropique. Donc il est comment? Il est mixte. Voilà. On va le simple. Le simple, en gros, il se met sur la rétine, l'autre, il se met soit en arrière, soit en avant. Il se met en avant, on appelle ça un astigmatisme simple myopique. Et lequel il se met en arrière, on appelle ça un astigmatisme simple hypermétropique. On va avec le composé. Le composé, c'est qu'il les deux, ils sont donc, composé, le canicule en avant de la rétine, il est myopique. Le canicule derrière la rétine, il est hypermétropique. C'est facile. عندك un œil. عندك deux méridiens qui يدخلوا منا. واحد on l'a représenté par هذا, واحد on l'a représenté par هذا. D'accord? Donc, لو كان عندك يكونوا هكذا. Je vous laisse 3 secondes pour répondre. C'est quoi? C'est un composé myopique. لو كان نمد لكم واحد هكا. C'est quoi? C'est un simple myopique. لو كان واحد يجيكم هكذا. C'est quoi? C'est un composé hypermétropique. لو كان واحد يجيكم هكا. C'est un mixte. واحد راهو ميوب, واحد راهو hypermétrope. ولو كان يجيكم واحد هكذا, c'est un simple hypermétropique. Je sais pas ce que j'en ai déjà dit, simple hypermétropique, mais voilà, le kif c'est un composé hypermétropique. Voilà, c'était ça. Donc simple, myopique ou hypermétrope, un méridien focalisé sur le plan rétinien et le deuxième focalisé soit en avant ou là en arrière de la rétine. Le composé qui m'a les deux méridiens sont focalisés du même côté, soit en avant ou là en arrière de la rétine. Le mixte myopique et hypermétrope, les deux méridiens sont focalisés de part et d'autre de la rétine. C'est pour les réguliers. Donc, une définition les anomalies que j'ai déjà. Par contre, quand il est irrégulier, mais ils n'ont pas un pattern, they are not following a pattern. Et dans ce cas-là, la présence de plusieurs méridiens principaux non perpendiculaires et avec une répartition non uniforme de puissance entre eux. Focalisation des rayons lumineux de manière très irrégulière et non modélisable. Et là, par exemple, une cicatrice cornéenne. Donc, l'œil la cornée j'ai une cicatrice cornéenne random. Et ben, la cicatrice, chaque petit point, les méridiens, il va me faire plusieurs points focalisables sur la rétine et ça, c'est un problème. D'accord. Les signes fonctionnels, un flou visuel variable, une rougeur conjonctivale et des céphalées. L'apparition de signes lors d'un effort visuel prolongé de près ou de loin permet de soupçonner leur origine réfractive et la diplopie monoculaire ou binoculaire. Monoculaire. Si binoculaire, on pense à une cause neurologique. Ok. Le traitement. Le traitement, déjà, on peut avoir des verres correcteurs. Les verres correcteurs, les verres toriques. Parce que, en gros, le méridien, ça va pas ou il y a accès pour le fixer, tout simplement. Donc, des verres dits toriques ou cylindriques. C'est un verre cylindrique, il est défini par son axe et sa puissance, positif ou négatif, et décrit entre parenthèses. Exemple de prescription, cylindre moins 3,5. On va voir une vidéo. Voilà, donc il y a des verres correcteurs pour l'astigmatisme. Le problème avec l'astigmatisme, c'est que ça va me donner 2 points. On va essayer de voir les méridiens qui sont en train de me donner un problème. Et ça va contrer les 2 points pour me donner une seule image focalisable. Donc voilà, qui va prendre le traitement, c'est des verres correcteurs. Il est corrigé par des verres toriques ou cylindriques. On a expliqué c'est quoi torique pour un peu mieux expliquer. On a oublié le sphérique, les mêmes méridiens. Et donc, quand je vais appliquer des verres, je vais faire un verre qui est sphérique. Donc, il va juste avoir un indice réfractif ou là une courbure qui va m'aider. Mais dans ce cas-là, dans le cas l'astigmatisme, le verre il a des courbures différentes. C'est ce qui le rend torique. C'est pas très important à comprendre, c'est juste pour avoir ça en tête, pour avoir le mot en tête, torique. Ok, après on va passer à la presbytie. Donc la presbytie, il s'agit d'une
diminution physiologique, irréversible, progressive de l'accommodation qui est liée à l'âge, qui va se traduire par une gêne croissante pour la vision de près. Donc pour expliquer le mécanisme plutôt, avec l'âge, le cristallin il va vieillir, il va perdre son élasticité, l'action du muscle ciliaire elle va diminuer, le pouvoir d'accommodation il va aussi diminuer, et la mise au point pour la vision de près ne se fait plus correctement. Donc la personne elle va voir bien de loin mais mal de près. Ça c'est pour la presbytie. On va voir une petite vidéo explicative. Pour voir net en vision de près, l'œil doit fournir un effort de mise au point. Avant 40 ans, le cristallin adapte son épaisseur pour faire la mise au point. L'image se forme bien sur la rétine, la vision est nette. En vieillissant, le cristallin perd de son élasticité. Après 40 ans, en vision de près, l'œil ne parvient plus à faire la mise au point. C'est la presbytie. La projection des images se fait en arrière de la rétine. La vision de près est alors floue. Ce phénomène normal évolue par paliers à partir de 40 ans, puis se stabilise autour de la soixantaine. Donc, comme on vient de le voir, la presbytie, c'est la diminution physiologique irréversible et progressive de l'accommodation qui est liée à l'âge, se traduisant par une gêne croissante pour la vision de près surtout. Elle débute vers 40 à 45 ans pour devenir maximale à 60 ans. Elle concerne tous les individus, qu'ils soient myopes, qu'ils soient hypermétropes, qu'ils soient hémétropes, la presbytie. Elle apparaît plutôt chez l'hypermétrope et plus tardivement chez le myope. Le myope de base, mais une vue de loin, plus une vue de près, donc il ne sera pas autant affecté, alors que l'hypermétrope les troubles de la vision. Bon, donc l'image elle va se mettre derrière la rétine. Pour la presbytie, il ne pourra pas voir de près, donc par exemple il est en train de lire un livre, il va le livre mieux. Le mécanisme de la presbytie, on en a parlé, on voit bien la modification de l'amplitude de l'accommodation avec l'âge. Donc le plus on avance flash tana, le moins on a l'amplitude d'accommodation tel le cristal. Donc on a besoin d'au moins 4 dioptres pour une bonne vision de près, et on voit bien aux environs de 46 à 47 ans, tout simplement. Cliniquement, au début, c'est une baisse progressive de l'acuité visuelle de près. Le sujet, il aura tendance à éloigner le texte, il a besoin de lumière, ou là, il a besoin de plus de lumière. On aura des signes de fatigue, des asténopies accommodatives, les céphales et les difficultés de mise au point et la photophobie. Et l'acuité visuelle de loin, elle va rester normale en dehors des vis réfractifs surajoutées. Donc, à moins qu'il soit hypermétrope ou myope, la vision de loin, elle ne sera pas touchée. Le traitement et les moyens thérapeutiques, on a la correction optique avec des verres correcteurs, les lunettes de lecture sphériques, convexes de puissance dioptrique positive ajoutée à la correction de loin si elle existe, ou là des lentilles de contact. En gros, on peut avoir soit des verres voilà, les différents types de verres monofocaux, double foyer ou la progressive. Monofocaux, en gros, avec la presbytie, on va juste te mettre des verres pour ta presbytie. Double foyer, c'est dans le cas où un vis réfractif associé. Donc, on aura un verre, une partie du verre, les headcones pour le vis réfractif et une partie des headcones pour la presbytie. Tu regardes ici, tu regardes de près ou de loin. Et les verres progressifs, on va essayer d'habituer à faire bouger l'œil de façon à ce que on peut utiliser les verres. Je vous mets une petite vidéo. La presbytie se corrige avec des verres de lunettes, des lentilles de contact ou par chirurgie. Les verres les plus adaptés à la correction de la presbytie sont dits progressifs. Ils compensent simultanément la presbytie et un défaut visuel comme la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Ils permettent d'avoir une vision nette à toutes les distances sans changer de lunettes. Découvrons les effets de ces verres sur une personne presbyte. Et là, on a un exemple des verres progressifs qui ils améliorent le confort du patient par rapport à sa presbytie ou de ses autres vis de réfraction. On passe maintenant à la phakie. Qui dit aphakie dit absence de cristallin. Phaco, c'est le cristallin. On peut avoir une absence congénitale, on peut avoir une aphakie chirurgicale. Donc par exemple, on a eu une cataracte, le cristallin, on l'a pas mis un cristallin aphakie post-traumatique, oui, on a un traumatisme et le cristallin il est touché. L'absence du cristallin résulte d'une hypermétropie d'environ 10 dioptres. L'anisométropie, c'est lorsqu'il existe une différence de réfraction entre les deux yeux qui est supérieure à 2 dioptries. Et les signes fonctionnels, c'est des troubles de la vision qui est binoculaire, on peut avoir une fatigue visuelle et la fusion du champ ne peut se faire. Et à la longue, on aura la suspension d'un œil. C'est-à-dire, on a le champ visuel, le nasal,
le temporal. Et en gros, واحد فيهم شغل les deux ما مش يشوفوا مليح. واحد فيهم il va primer وحيمد لي un champ أكتر من l'autre, tout simplement. Le traitement, souvent par des lentilles de contact ou une chirurgie réfractive. La conclusion, les amétropies, c'est un motif fréquent de consultation. Les pathologies bénignes avec un diagnostic et une prise en charge souvent simple, mais parfois elles sont pourvoyeuses de complications qui sont cécitantes et un handicap qui est lourd, surtout par exemple la myopie dégénérative. La correction des amétropies reconnaît une révolution, que ce soit optique ou chirurgicale, qui a permis une correction plus parfaite des troubles réfractifs. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des troubles visuels réfractifs affreuses et alhamdoulilah, avec l'avancement de l'ilm, on a pu trouver des solutions à ça, et une bonne connaissance de base de la réfraction et des amétropies avec un bon examen ophtalmologique sont nécessaires pour une prise en charge efficace. On a fini avec le cours d'aujourd'hui, c'était les troubles des réfractions. J'espère que j'ai donné assez de détails. Il faut savoir que tout ce qui est en rouge, c'est des QCM, et il faut vraiment faire des QCM parce que c'est un cours qui est high yield. Le cours il a été fait avec la diapositive et le vocal du P3 et aussi vous trouverez le support sur MyStudia. Pour les notes par exemple ici ou là, tout ce que j'ai dit, je préfère que vous l'écriviez, que vous allez bien suivre avec moi. Et aussi il ne faut pas oublier de revoir votre schéma au début, est-ce que vous arrivez à le refaire, est-ce que vous avez bien compris le cours. Inch'Allah, نكون فدتكم.